Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez la présidente de la province Sud. Oui, Sonia Baquès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer plusieurs sujets d'actualité. On parlera dans un instant politique avec les échéances à venir, présidentielles et législatives. Un mot avant cela peut-être sur la province Sud et sa situation financière. Vous avez signé une convention avec le directeur général de l'AFD avant-hier, convention qui porte sur plusieurs milliards. Quel est le but de ce partenariat avec l'AFD ? Deux objectifs principaux. D'abord, la province Sud est dans une situation financière très très compliquée, mais a souhaité maintenir l'investissement, maintenir les différents travaux qui sont faits en province Sud. Donc c'est 11,7 milliards d'investissement, là où le gouvernement, par exemple, n'a investi que 4 milliards l'année dernière. Donc on essaye de maintenir ça parce que c'est aussi ce qui permet de maintenir l'économie à flot. Et l'AFD nous aide à hauteur de 67% pour ça. Ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième, c'est on travaille avec l'AFD sur la suite, les grands projets. Quels grands projets pour la province Sud en matière d'économie durable, en matière de gros investissements. Et on sait bien et on voit bien que l'État, depuis le vote du 3e référendum, va dans le sens d'aider beaucoup la Nouvelle-Calédonie pour qu'il y ait une vraie relance économique. C'est ce qu'on appelle des investissements fléchés, c'est-à-dire qu'ils ont des destinations précises ? Oui, ils ont des destinations précises. Il y a toute une liste. Ça va de travaux routiers au centre de Néméara, par exemple. Enfin, on a tout un tas d'investissements qui sont aidés par l'AFD. Est-ce que c'est une façon aussi d'anticiper une baisse des dotations de la Nouvelle-Calédonie ? Donc on sait forcément, on a vu sur la présentation du budget hier de la Nouvelle-Calédonie que c'est compliqué. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, la province est arrivée un peu au bout de son exercice. La clé de répartition étrangle la province Sud, qui a 76% de la population, 50% seulement des dotations. Et puis là, on a découvert hier, un peu par surprise, le budget proposé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour lequel il y a encore 2 milliards de moins pour la province Sud, alors qu'on augmente le budget du Sénat coutumier des aires coutumières de 20%. La province Sud, c'est pas les gens des quartiers Sud seulement. La province Sud, c'est de l'aide médicale, c'est des bourses scolaires et c'est principalement des aides pour les plus fragiles. Et quand on enlève 2 milliards à la province Sud, ce sont les plus fragiles qu'on fragilise encore. Et c'est le choix du gouvernement. Donc on est évidemment totalement opposé à ce budget parce que nous, on a fait l'effort de réduire notre train de vie. C'est 130 postes de fonctionnaires en moins, c'est 15% de frais de fonctionnement quotidien en moins. Et malgré ça, on a maintenu l'investissement pendant que le gouvernement, lui, continue, n'a supprimé aucun poste, continue à déverser, on le voit, j'ai parlé du Sénat coutumier, des aires coutumières, on continue à déverser de l'argent qu'il n'y a pas. Et pendant ce temps-là, on étrangle là où il y en a besoin. Donc c'est absolument n'importe quoi. Il n'y a aucune vision de relance économique, rien. C'est une catastrophe. Alors, puisqu'on parle économie, on sait que le cours du nickel est particulièrement scruté en ce moment, notamment avec cette guerre en Ukraine. Il est en train d'exploser. On est à 45 000 $ la tonne là, ce matin. C'est une bonne nouvelle pour la Calédonie ou c'est quand même inquiétant de voir les cours du nickel fluctuer de cette façon en période de crise ? Alors, on va pas se satisfaire d'une situation de guerre dans d'autres pays du monde. On peut évidemment pas être heureux de cette situation, mais évidemment, les cours du nickel risquent, même si là on est un peu dans une bulle et qu'elles risquent de s'équilibrer, les cours du nickel risquent d'être quand même durablement hauts compte tenu de la situation dans ces pays-là. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui le seul modèle qui réellement rapporte de l'argent, c'est celui qu'on a construit sur l'usine du Sud avec le nouveau modèle minier qu'on a mis en place, c'est-à-dire le fait que le Prony Ressources en fait loue les titres miniers à la province Sud. Et ça, le contrat qui est passé entre la société de Promo Sud et puis Prony Ressources, elle est proportionnelle au cours du nickel. Donc en fait, concrètement, plus les cours sont hauts et plus cette société va gagner d'argent. Et finalement, c'est aujourd'hui quasiment tout ce qu'on touche. Parce qu'en fait, on est censé avoir de l'impôt sur les sociétés mines, ce qu'on appelle l'IS 35. Seule la SLN paye de l'IS 35, les autres sont sous pacte fiscal. Il n'y a pas d'autres taxes qui rentrent. Et donc, la SLN gagnant pas d'argent pour l'instant, en fait, il n'y a rien qui rentre. Donc, le seul argent, finalement, dont bénéficient les Calédoniens par rapport à cette augmentation des cours du nickel, c'est ce qu'on a mis en place avec l'usine du Sud. Et en plus, ça assure une certaine stabilité de fonctionnement ? Bien sûr. Alors, cet argent, il est quand même, il rentre pas à la province Sud, il rentre dans une société qui s'appelle Sud Nickel, qui n'a pas vocation à rentrer dans les trous sans fond des budgets divers et variés. C'est une société qui a vocation à construire la diversification économique, c'est-à-dire à accompagner le fait qu'un jour ou l'autre, on n'aura plus de nickel. Alors Sonia Baquès, l'autre actualité du moment, c'est évidemment les échéances électorales. On est en
en pleine campagne pour la présidentielle. Vous avez dit depuis longtemps que vous souteniez le chef de l'État sortant, Emmanuel Macron. C'est un choix de cœur, de raison ou d'opportunisme, sachant qu'il est donné grand favori et qu'on voit qu'il caracole en tête dans les sondages? Alors, je l'ai soutenu avant qu'il soit donné aussi favori que ce qu'il n'est aujourd'hui. Je l'ai fait tout simplement parce que je considère qu'on lui doit d'être français aujourd'hui. Il a été extrêmement courageux avec Sébastien Lecornu, évidemment, qu'ici on connaît bien, quand il a fallu choisir la date à laquelle on faisait le référendum. Les indépendantistes ont utilisé des moyens divers et variés pour mettre une pression incroyable sur l'État, souvent, très souvent, trop souvent. Et je fais de la politique depuis quelques années. L'État affaibli, l'État a lâché, quel qu'il soit, de droite, de gauche, devant la pression des indépendantistes. Et Emmanuel Macron a tenu dans un contexte où on menaçait de tensions à quelques mois de son élection présidentielle. Et je considère qu'en politique, il y a la parole et il y a les actes, et qu'il a été courageux à un moment où c'était pas simple de le faire. Donc je considère qu'on lui doit d'être français aujourd'hui, qu'il a pris des positions claires. Et donc c'est un choix de cœur, de raison et pas d'opportunité. Alors il se trouve qu'effectivement il est à plus de 30% dans les sondages, mais vous savez, une élection, c'est pas les sondages, c'est les gens qui mettent leur bulletin dans l'urne. Et je crois qu'ici en Calédonie, en tout cas, il faut qu'on montre à Emmanuel Macron que quand on a des gens qui s'occupent de nous et qui s'occupent bien de nous, on est reconnaissant. Alors c'est un soutien qui porte exclusivement sur son action pour la Nouvelle-Calédonie? Non, parce que je considère que... Alors, c'est principalement pour la Nouvelle-Calédonie, parce que on a quand même, nous, été très auto-centrés ces dernières années, avec 3 référendums d'affilée. Donc, moi, je me suis beaucoup occupée de la question de ces référendums, du maintien de la Calédonie dans la France, et je continuerai bien évidemment de m'en occuper. Mais, donc, c'est principalement pour la Nouvelle-Calédonie, mais je considère qu'aujourd'hui, on a un chef de l'État, et on le voit sur la crise en Ukraine, qui est réellement à la hauteur de ses fonctions, qui, sur le plan économique, et moi, je suis plutôt libérale, a pris des positions, a permis aux entreprises de se maintenir malgré toutes les difficultés. Et donc, je partage ces prises de position nationales. Alors, après les présidentielles, évidemment, viendront les législatives. Il y a 5 ans, vous étiez candidate. Vous ne serez pas candidate cette année. Pourquoi? Et qui vous allez soutenir? Alors non, je ne serai pas candidate parce que je suis présidente de la province Sud et que je pense que ça me prend suffisamment de temps et que ça me convient bien comme mandat. Donc non, je ne serai pas candidate. On a fait le choix, un certain nombre a fait le choix de participer à la majorité présidentielle. Il y aura des candidats qui représenteront la majorité présidentielle et je soutiendrai les candidats qui représenteront et qui soutiendront pendant les 5 prochaines années la majorité présidentielle. Mais il y a plusieurs candidats qui représentent la majorité présidentielle, a priori. Alors écoutez, moi, j'ai pas beaucoup entendu de candidatures s'afficher. Moi, je suis attachée d'une part à ce qu'on ait des gens qui soutiennent le président de la République. Je pense qu'on a besoin, dans les négociations qui arrivent, d'avoir une proximité avec l'État. Mais on a aussi besoin d'avoir un camp loyaliste qui est le moins divisé possible. On a 2 circonscriptions. On a une des 2 circonscriptions. La dernière fois, le candidat loyaliste, qui était Philippe Gomès, a gagné à 52-48. Donc on n'a pas une marge extraordinaire. Et donc je pense qu'il faut qu'à un moment donné, le camp non indépendantiste soit capable de se retrouver sur l'essentiel. Il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir tout ça, mais à la fin, on doit se retrouver. Alors c'est quand la fin? Est-ce que ça veut dire que ce sera dès le 2e tour, par exemple? Est-ce que vous allez avoir une sorte de pacte de non-agression? On sait qu'il y aura plusieurs candidats issus des partis non-indépendantistes. Ça paraît évident, oui. Est-ce que derrière, ça va se gérer par un pacte de non-agression, un regroupement au second tour, une sorte d'union pour justement remporter la victoire au 2e tour? Il y a 2 étapes. Il y a cette étape préalable dans laquelle on est finalement, qui est de savoir, d'essayer de regrouper en termes de candidature le plus possible le camp loyaliste, de ne pas avoir 10 candidatures non indépendantistes, ça n'aurait pas de sens. Donc le travail que moi je considère qu'on doit mener et que je mène, c'est un travail de recherche d'unité. J'ai proposé au Rassemblement qu'on puisse se mettre d'accord sur des candidatures il y a quelques mois. Il semble que le Rassemblement veuille se présenter seul. Bon, c'est son choix. Moi, je considère qu'on a quand même un intérêt d'unité dans la situation qui arrive. Bon, donc ce ne sera pas visiblement avec le Rassemblement. Le Rassemblement se présentera seul. Mais je souhaite qu'on soit le plus unis possible, en tout cas. Il y a Génération aussi qui se présente. Il y a Génération. Mais Génération, ils n'ont pas annoncé ils n'ont pas annoncé leur candidature et ils n'ont pas annoncé qu'ils se présentaient seuls. Donc on verra comment les choses évoluent. Il y aura plusieurs candidats a priori à ces législatives qui soutiennent Emmanuel Macron. Du coup, il y a la question de l'investiture qui va peut-être se poser. Comment ça va se gérer et comment les choses vont s'engager?
Bon, je crois que l'idée, c'est qu'on fasse les choses, encore une fois, ensemble. C'est-à-dire, il y a une décision qui sera prise par les instances nationales hein, de la majorité présidentielle, mais il y a aussi des choses qui doivent se faire entre nous. Et c'est le travail qu'on est en train de mener. Vous voyez bien qu'on essaye de prendre des positions communes sur un certain nombre de sujets locaux. Et donc, on va essayer, en tout cas, de limiter le plus possible nos concurrences. Après, c'est la démocratie. Hein. C'est quand il y a des gens qui veulent se présenter, ils se présentent, ils se mesurent. La seule chose, c'est qu'on a quand même 18 mois qui arrivent de discussions dans lesquelles on a besoin, d'une part, d'avoir des gens qui sont forts sur leur position, qui ne sont pas susceptibles de lâcher à la moindre pression des indépendantistes. Et d'autre part, je crois qu'on a intérêt à avoir une proximité avec le chef de l'État. Alors justement, cette période, vous la voyez comment? Les délais vont être tenus, 18 mois c'est court, on sait qu'il y a 6 mois de neutralisation en raison des échéances électorales. Est-ce que vous pensez que dans l'année qui va suivre les législatives, on aura le temps de décider de ce futur statut de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il va falloir se donner plus de temps? Oui, on a le temps. Vous savez, quand on est capable de rien faire pendant 6 mois et de trouver des solutions en 3 semaines. C'est ce qu'on a fait pour l'usine du Sud. L'accord de Nouméa, c'est 3 mois. Quand on est au pied du mur... on est au pied du mur, là? On y va. On est au pied du mur. On ne peut pas avoir des élections provinciales en 2024 sur la base de la situation actuelle. C'est pas possible. C'est-à-dire que soit le corps électoral sera complètement ouvert et donc... on risque d'avoir une situation de tension très forte parce que les indépendantistes l'accepteront pas. Soit les élections ont lieu sur un corps électoral fermé et nous, on fera un recours et on fera annuler ces élections. Donc les élections de 2024 ne peuvent pas avoir lieu dans ces conditions. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir, avant la fin de l'année 2023, une modification constitutionnelle. Et si on fait un petit rétro-planning, ça veut dire qu'il faut que les Calédoniens aient été consultés avant cette modification constitutionnelle. Donc ça veut dire qu'il faut qu'entre juin et septembre 2023, les Calédoniens aient été consultés sur un nouveau statut. En ce moment, il y a très peu de discussions sur la recherche d'un nouveau statut puisqu'il y a la période électorale. Ceci dit, l'État met en place un certain nombre de choses, des audits notamment. Vous suivez ce travail de près? Oui, alors il y a des discussions... informel entre les uns et les autres. Je pense que c'est utile aussi, ça permet de dégrossir un certain nombre de sujets. L'État, effectivement, lance un audit de ce qui a été fait, parce que on voit souvent ce qui n'a pas été fait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, notamment pour le rééquilibrage ces 30 dernières années. Et puis, il y a tout un travail de consultation de la société, civile ou pas d'ailleurs, puisque toutes les institutions, toutes les associations, tous les Calédoniens sont consultés pour donner leur avis sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que cette période, finalement, elle est utile. Elle est utile, ça permet de faire remonter des choses qui ne sont pas que des choses... On parle beaucoup, vous savez, de est-ce qu'on doit donner telle compétence à telle collectivité, etc. Je crois que les Calédoniens... Est-ce qu'on doit supprimer certaines institutions? Est-ce qu'on doit supprimer certaines institutions? Je crois que les Calédoniens, ce qui les intéresse, c'est leur quotidien, c'est de savoir comment on va leur simplifier la vie, comment on va relancer l'économie, comment on va faire que leur pouvoir d'achat va être amélioré, comment on va permettre d'avoir un développement qui préserve l'environnement, etc., etc. Et c'est quand même sur ça aussi qu'il faut qu'on travaille. La société calédonienne, c'est pas seulement de savoir s'il va y avoir encore un gouvernement. Et vous êtes optimiste sur la manière dont ces 18 mois pourraient se passer et la solution qui sera trouvée? Oui, je suis optimiste. Alors après, on a vu le candidat Mélenchon qui en échange de du soutien du président du gouvernement, dit qu'il va refaire un référendum. Donc on voit bien que les indépendantistes sont sur cette posture-là. J'imagine que c'est la contrepartie que Louis Mapou a dû demander à Mélenchon pour avoir son soutien, enfin pour lui donner son soutien. C'est absolument ridicule. Enfin, je veux dire, d'abord, un nouveau référendum n'est pas prévu dans la Constitution. Ensuite, Mélenchon nous dit qu'il faut que les deux parties se mettent d'accord. Mais nous, on ne sera jamais d'accord sur un nouveau référendum. Donc, enfin, tout ça, c'est une plaisanterie. Les 3 référendums ont eu lieu. Les Calédoniens ont décidé de rester français. Maintenant, quel statut on veut et dans quel avenir on se projette. Sonia Backès, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.